Ok. Je vais vous présenter Firefox OS en général. J'ai une assez mauvaise idée du niveau de connaissance et de compréhension du public technique en général quant à Firefox OS. Ça va peut-être vous paraître des fois un peu trop générique ou pas assez. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. D'accord. Euh, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Alexandre Lissy, je suis ingénieur logiciel Firefox sur Firefox OS depuis techniquement quelques jours. En fait, je fais partie de la communauté Mozilla depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je travaille principalement sur la localisation française. Il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans à peu près, Andreas Gall a lancé Firefox OS sous le nom de code Boot2Gecko. À l'époque, j'étais plutôt sceptique. Et puis, avec les contacts des contributeurs et des employés qui travaillaient dessus, j'ai été plutôt convaincu. Donc, j'ai commencé à être contributeur sur Firefox OS en avril 2012. J'ai fait des contributions notamment pour prendre en charge de manière à peu près correcte pour pouvoir aider et m'en servir personnellement sur le Nexus S de Google, qui a été pendant un temps un téléphone recommandé pour jouer avec Firefox OS, puis qui a été abandonné parce que Mozilla se concentrait avec ses partenaires sur les téléphones qui sont en vente maintenant. Au travers de cette expérience de contributeur, en fait, j'ai ouvert la porte de Mozilla pour me faire recruter. Donc j'ai passé quelques mois en CDD à temps partiel pour des raisons personnelles. Et puis là, depuis quelques jours, j'ai signé officiellement mon contrat en tant qu'employé à plein temps. Donc je suis plutôt content. Ce que je vais présenter, ça reste mon avis personnel. Je travaille chez Mozilla, j'ai pas la mission de porter je suis pas un porte-parole public de Mozilla, d'accord. La situation des OS mobiles, on va commencer par ça, puis après, c'est à partir de cette situation-là qui a déjà été présentée par les gens de Smile tout à l'heure, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. Donc la situation actuelle, et du coup, pourquoi on veut faire du HTML5. Donc ça paraît un petit peu évident à l'heure actuelle. Les plateformes propriétaires dominent. On a Apple, on a Google, on a Microsoft. BlackBerry est mort, plus ou moins, récemment. Et alors les plateformes propriétaires, elles sont là parce qu'elles sont arrivées en première. Il y en a qui essayent de faire dire que c'est Apple qui a inventé le smartphone. C'est pas complètement faux, c'est quand même un peu faux. Le problème, c'est que, comme souvent sur des nouveaux marchés, les premiers arrivés gardent une grosse position dominante et ils ont une petite tendance à en abuser. Le fait que ce soit des plateformes propriétaires, ça aide pas et ça nous amène à avoir certaines contraintes qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, notamment quand on a eu la présentation des gens de Smile qui nous expliquaient leur point de vue entre le cross-platform et le natif, et le fait de ne pas se retrouver trop lié à un vendeur. Clairement, les plateformes propriétaires, elles, leur objectif, c'est de capter la clientèle de cette manière-là et essayer de proposer la meilleure expérience utilisateur pour faire en sorte que l'utilisateur il reste chez eux. Ce faisant, elle le lie au matériel, au marketplace, et au final, c'est eux qui tirent les ficelles. C'est pas l'utilisateur qui tire les ficelles. Et ça, c'est un problème. C'est un problème pour Mozilla, je le présenterai un petit peu après. C'est aussi un problème pour les utilisateurs, puisque ce qu'ils vont par exemple acheter sur... on achète une appli sur une appli Android, on ne l'aura pas sur les autres systèmes. Techniquement, il y a plein de... Enfin, ça se justifie, ça se comprend très bien. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est quand même un peu gênant. On verrouille les développeurs, on verrouille les utilisateurs, et on contrôle l'évolution de l'écosystème. Donc, Google pousse dans la direction qui l'intéresse. C'est ce que Pierre Fischer expliquait tout à l'heure. Le développement d'Android, il est fait derrière des portes fermées.
le code il est libre une fois qu'il a été libéré. Ça paraît une tautologie, mais le problème c'est qu'on l'a vu avec Android 3. Le code il était libre, mais on ne l'a pas vu. Enfin, on l'a vu, mais rapidement. Et puis on peut voir aussi la réaction de Valve à l'annonce du store sur Windows. On a vu que ça les amuse pas beaucoup, parce que le store Windows, c'est encore une manière, c'est dans la même logique. Ça nous intéresse potentiellement un peu moins directement au niveau mobile, mais quand même. Voilà, donc ça, c'est le problème du verrouillage actuel. Et les enjeux d'ouvrir tout ça, c'est que vous êtes tous dans la salle des gens qui avaient vécu l'ascension d'Internet, plus ou moins, je pense. Le premier milliard d'utilisateurs d'Internet, il est arrivé sur le bureau. Il est arrivé, j'ai regardé, autour de 2007-2008, quelque chose comme ça. Le deuxième milliard, il arrive bientôt. Et maintenant, c'est du milliard qui arrive mobile. Twitter, 75% de leur trafic, c'est du mobile. Facebook, j'ai plus le chiffre en tête, mais une bonne partie de leurs revenus, c'est de la publicité sur mobile. Donc, la force du web, elle est en train de se déplacer sur mobile. Sauf que sur mobile, les plateformes, elles sont fermées. Donc, c'est pour ça que Mozilla milite pour ouvrir ces plateformes-là, avoir des standards, et c'est ce qui est regroupé sous le terme un peu générique des Open Web Apps. Les Open Web Apps, vous allez le voir, ça vise non seulement la construction des applications, mais ça vise aussi la distribution des applications pour libérer à la fois le développeur et l'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on va introduire. Avant, je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte en faisant un petit historique. Donc, Netscape s'est créé en 1994. Le HTML3 est spécifié en 1995. Et à partir de 1996, les problèmes commencent, puisque Microsoft décide d'inclure IE dans Windows. Donc ça donnera en 1998 le procès antitrust. Mais ça donne aussi entre-temps que Netscape, qui était le navigateur le plus utilisé à l'époque, puisqu'il était presque le seul à peu près utilisable, Netscape meurt, clairement. Les gens derrière Netscape, ils ont un point de vue, c'est que ça ne peut pas arriver. Netscape est trop important, la diversité sur le web c'est trop important, même à l'époque. Donc, ils libèrent le code de Netscape. Si cette période-là de l'histoire d'Internet vous intéresse, il y a eu un documentaire qui a été fait, qui s'appelle Code Rush, qui a été localisé au niveau des sous-titres en français entre autres, et qui raconte l'histoire de la libération du code source de Netscape. Et c'est assez intéressant, puisque notamment il y a des rencontres. Je me souviens, il y avait eu une projection pendant le ModsCamp 2012, je crois, de ce documentaire. Et on voit des interviews d'analystes financiers quelques mois avant la libération. Et tout le monde leur dit, mais les mecs, vous êtes en train de vous planter, ça ne marchera jamais. Vous êtes une bande d'idéalistes. Bon, enfin, tous les clichés un peu habituels sur le logiciel libre. Et en fait, ça a marché. Ça a marché puisque une fois le code a été libéré en 98, c'était mars-avril, quelque chose comme ça, j'ai plus la date précise en tête. En 2002, la première version de Mozilla construite à partir de ce code source libre sort. À cette époque-là, c'est plus de 90% de départs de marché qui sont pour Internet Explorer. Je crois qu'en France, entre 2000 et 2002, on était entre 95 et 98%. Donc, il n'y avait rien d'autre qu'Internet Explorer. En 2003, création de la fondation Mozilla. 2004, création de Mozilla Europe, qui était une structure pour coordonner Mozilla et les contributions en Europe. Et là, c'est le début de la renaissance, avec Firefox. Alors, la première version 1.0 sort en 2004, mais Firefox a commencé en 2002-2003, quand il y a un petit groupe d'ingénieurs qui a dit Mozilla Communication, enfin l'ancêtre, la suite de Netscape Communicator, la grosse suite Mozilla, ça marche pas. On n'y arrivera jamais comme ça. Et il casse tout. Il propose un navigateur simple, efficace.
Au début, c'est appelé Phoenix pour faire le parallèle avec l'oiseau qui renaît de ses cendres. Il y a eu plusieurs changements de nom, et puis ça tombe sur Firefox. Et c'est là où la pente commence à remonter. Elle remonte pour Mozilla, donc ça c'est une bonne chose du point de vue de ce qui était l'entreprise à l'époque et des gens qui travaillaient dessus. Et surtout, elle remonte pour le web. Ça pousse les gens à respecter les standards. Et au plus Firefox gagne des parts de marché, au plus il devient important et au plus il peut imposer le respect des standards aux autres. On est passé d'une époque, il y a 10-15 ans, où on testait que sur IE, où dans Firefox, on était obligé d'avoir des hacks, des fois, pour pouvoir afficher correctement les sites, parce qu'ils étaient testés sur IE, ils marchaient que sur IE, et c'était une horreur sans nom. Maintenant, on arrive à s'en sortir un peu mieux. Sauf que 2007-2008, iPhone, Android qui reviennent. Et là, c'est ce que je vous ai présenté au début. Donc, cet historique-là, je l'ai mis pour essayer de vous convaincre de l'importance pour Mozilla d'avoir un web qui est ouvert et un web qui innove. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'ADN de Mozilla. Vous pouvez voir sur le site, c'est placardé partout. On est là pour rendre le web meilleur, le web plus ouvert et pour le rendre aux utilisateurs. Et Firefox OS, c'est une manière de le faire. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est du code qui est libre. C'est un projet qui est libre, contrairement à Android. Le code de Firefox OS, vous l'avez tout de suite. Si vous voulez rajouter des fonctionnalités, c'est pas très difficile. Vous ouvrez un bug sur Bugzilla, vous venez en discuter sur les mailing lists et sur IRC. Si les gens sont convaincus, ça arrive, ça fonctionnera. Ce sera dans la prochaine version. Il n'y a pas à négocier derrière avec des partenaires. Non, non. Vous proposez, vous discutez, vous apportez le patch, ça arrive. Ça me paraît une différence assez fondamentale par rapport à Android. Et ça me paraît vraiment important pour l'utilisateur. On va partir un peu plus sur des choses pas complètement techniques. Le but de Firefox OS, c'est de montrer qu'on peut avoir un écosystème complet en HTML5. Donc la ligne directrice, c'est que si on n'a pas une API qui nous permet de faire ce qu'on veut faire, on fait une API et on la standardise. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couche intermédiaire. On contrôle tout. On tourne sur un noyau Linux. On est autonome et on promeut un web ouvert. Pardon. Je vous ai parlé pour le moment de la partie construction des applications. On fait des applications en HTML, on fait des API ouvertes, standards. Si elles n'existent pas, on les fabrique. C'est pas grave. On a parlé du problème de verrouillage des utilisateurs et des développeurs. Ça passe aussi par les plateformes de distribution des applications. Les stores, c'est un moyen de contrôler. Alors d'un côté, certes, s'assurer qu'il n'y ait pas des applications pourries qui arrivent chez l'utilisateur, mais c'est aussi une manière de s'assurer qu'on contrôle le marché, qu'on peut éventuellement prendre un petit pourcentage sur les transactions et qu'on a aussi le droit de vie et de mort sur toutes les applications, puisqu'on contrôle la diffusion. Donc pour essayer de contrer un peu ce monopole, la distribution des applications, elle aussi, c'est une API qui est proposée. Et donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a un marketplace Firefox sur lequel n'importe qui peut proposer des applications. Mais ce marketplace, il fait uniquement appel à des standards. Donc, n'importe qui peut proposer son propre marketplace. La gestion des paiements, c'est également quelque chose qui est important. Et c'est lié à la distribution des applications. Il y a plusieurs études qui essayent de montrer que la plateforme sur laquelle on peut le plus facilement monétiser une application, c'est
c'est Apple, c'est iOS. Pour s'assurer qu'on puisse avoir des bonnes applications, il est important qu'on propose un standard pour que les gens puissent payer des applications, que ce soit l'application elle-même ou des microtransactions au sein de l'application. De toute façon, si on ne propose pas un standard comme ça, les gens vont faire leur propre solution, ce ne sera pas standard et ce ne sera pas cool. Mais au final, ça existera. Donc, autant proposer un standard. C'est le cas avec Web Payment, qui permet de payer des applications ou des services. Il y a une petite particularité, c'est que on peut payer par carte bancaire ou directement sur la facture de l'opérateur téléphonique. Ça vient entre autres du fait des pays qui sont ciblés pour les premiers téléphones, où c'est pas forcément... c'est pas que ce soit pas admis, mais c'est plus pratique dans certains pays apparemment de payer directement sur la facture. Vous allez me dire, ok, on fait des applications HTML5, mais HTML5, on n'a pas accès au matériel. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour faire en sorte de pouvoir faire des choses intéressantes? Les API dans la version 1, c'est toutes celles-ci. Ça permet de téléphoner, ça permet de faire vibrer le téléphone, ça permet d'envoyer des SMS, ça permet de gérer l'orientation de l'écran, ça permet d'avoir des paramètres accessibles, ça permet de gérer la connexion Wi-Fi, la connexion 3G, ça permet de créer des sockets TCP, ça permet d'avoir des informations de géolocalisation sur l'utilisateur, ça permet de stocker des fichiers et y accéder sur la carte SD, notamment avec Device Storage, ça permet de gérer des contacts, ça permet de gérer l'installation, la désinstallation des applications. Ça permet de faire du Bluetooth. Ça permet d'avoir l'état de la batterie. Ça permet de rajouter des alarmes. Ça permet d'avoir des applications qui communiquent entre elles avec les Web Activities. Ça permet d'avoir des claviers virtuels qu'on peut échanger. Ça permet de prendre des photos. Et ça permet d'écouter la radio FM. Ça, c'est les API qui sont dans la version 1. Celle qui est vendue actuellement. Si vous regardez bien, on permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités importantes pour une utilisation courante d'un smartphone. Ouais. C'est pour accéder à la couche de téléphonie classique. Il y a dans la prochaine... je crois que c'est prévu pour la 1.3, le support de WebRTC et GetUserMedia, qui permettra de faire des choses encore plus sympas. C'est arrivé déjà dans les versions actuelles de Firefox, notamment pouvoir faire visioconférence comme ça. Je vous entends pas très bien. WebGL, ça marche. WebGL, c'est déjà une API qui existe. Ça existe déjà. Là, on parle vraiment d'API qu'on a créé parce qu'on en avait besoin. Mais WebGL, ça fait déjà quelques années que ça fonctionne. Et sur les téléphones, ça marche. Donc, la question est bienvenue. Alors, je vais vous faire un petit peu un état justement des fonctionnalités actuelles et prévues. Les mises à jour, on veut vraiment qu'il y en ait régulièrement et beaucoup. L'objectif, c'est de suivre le même modèle de mise à jour que ce qu'on a sur desktop et sur mobile, sur Android. Pour s'assurer qu'on limite la fragmentation, on va se retrouver avec l'Android 2.3 et Android 4.3 comme actuellement. On ne veut pas que la plateforme web fragmente trop, puisque sinon, aucun intérêt à faire une plateforme web standard. Donc ça veut dire aussi qu'on doit travailler avec les partenaires, parce que Mozilla ne distribue pas de version de Firefox OS. C'est les partenaires qui font ça. On doit s'assurer et on doit travailler avec eux pour s'assurer que les mises à jour sont là à temps et que ça répond bien à ce qu'on veut. La première version, ça a été la version 1.01 qui utilise la version 18 de Gecko. Elle est sortie officiellement
début juillet en Espagne. C'était un premier jalon qui était important de faire. Il y avait des limitations assez importantes dessus. C'était pas forcément ultra parfait encore, mais il y a un moment où il faut sortir une version. La version 1.1 commence à apporter pas mal de fonctionnalités intéressantes, notamment les MMS qui étaient demandés par pas mal de personnes. Alors pas forcément dans les pays où on lance le téléphone, mais par des contributeurs ou des gens intéressés dans d'autres pays. On peut importer des contacts depuis différents fournisseurs et on peut partager des fichiers par Bluetooth, par exemple. Ça marche bien, hein. Je l'ai fait, je l'avais montré à des gens au FOSDEM cette année, ils étaient assez épatés. La version 1.2, dont on a terminé d'implémenter au niveau fonctionnel mi-septembre. Donc là, les fonctionnalités s'est arrêté. Maintenant, on corrige les bugs. On a de l'export de contacts vers Bluetooth, vers SIM. Donc ça va faciliter aussi les migrations pour les gens qui sont intéressés. On a le support FDN, qui n'est pas forcément quelque chose de très courant, mais en gros, c'est une liste de numéros dans la carte SIM. On peut appeler que ces numéros-là. Et ça permet de faire des blocages. C'est utilisé souvent en entreprise. On a un mode de conférence call. Donc on a eu la démo à Oslo pendant la Work Week de 5 téléphones Firefox OS en conférence call. C'était une première mondiale, c'est assez important de le dire. On a les claviers interchangeables, ça veut dire que précédemment, le clavier virtuel, il était codé en dur. C'était une application, mais codé en dur sur le système. Maintenant, on va pouvoir avoir des claviers virtuels proposés sur le marketplace. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça va aussi faciliter les contributions externes et le travail des différentes communautés locales pour apporter le support de leur langue. La version 1.2, c'est celle qui commence à supporter plusieurs résolutions. Donc c'est celle qui tournera sur la tablette Foxconn, dont vous avez probablement entendu parler pendant une annonce de presse si vous avez suivi l'actualité sur Firefox OS. Et on a le support CDMA. Donc ça c'est... J'ai cru comprendre qu'il y a certains opérateurs qui font du recyclage de leur infrastructure 3G. Donc on retrouve du CDMA dans d'autres pays que ce qu'on attendait. Donc on a besoin de le supporter. L'intérêt de la plateforme web, c'est que c'est assez bien connu. Il y a déjà des outils de développement, même si on va le voir, on a été obligé d'améliorer l'écosystème pour répondre à nos besoins. Et ça permet de viser plein de périphériques. On peut le faire tourner sur non seulement Firefox OS, mais sur Firefox mobile sur Android, sur Firefox sur desktop, sur n'importe quel système qui supporte les standards web. Donc ça veut dire qu'on développe des applications de la même manière qu'on développait des applications web, ce qui est assez évident. C'est multiplateforme et multinavigateur, bien sûr, à la condition que les dites API soient implémentées et aux bugs d'implémentation près. Et surtout, un point qui me paraît important, c'est que le déploiement des applications est libre. Je vous ai parlé tout à l'heure des marketplaces, mais en fait, le marketplace, c'est plus un aspect social et relationnel que technique. En pratique, l'installation d'une application peut se faire depuis n'importe quel site web à partir du moment où l'utilisateur l'autorise. C'est-à-dire que si l'application propose un petit bouton installer, on aura une interface modale dans Firefox OS qui va demander confirmation et ça fonctionne. On n'est pas obligé de passer par un marketplace. On a le fonctionnement en mode déconnecté, évidemment. Il y a eu différentes améliorations avec HTML5 qui apportent les outils nécessaires, notamment local storage ou des choses similaires. Le fonctionnement en mode déconnecté, il ne faut pas le voir uniquement comme un gadget, mais c'est vraiment important, et notamment si vous allez voir sur la documentation et les conseils qu'il y a sur le marketplace, et allez le voir en français, puisque c'est moi qui l'ai traduit, j'y ai passé du temps. Et utiliser les technologies du mode déconnecté est fortement recommandé
pour améliorer ce qui avait été expliqué il y a 2 ou 3 présentations par les gens de Smile, la perception de performance. C'est vraiment important de donner du retour à l'utilisateur et d'avoir quelque chose qui est réactif. Les performances brutes, en fait, elles sont là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, c'est la manière dont on interagit souvent avec l'utilisateur qui fait qu'on a l'impression que ça rame, alors que ça rame pas. Alors, on a eu notamment le problème avec le retour visuel quand on tape sur un bouton. On a eu c'était pas vraiment un bug, c'était un manque dans une appli où le retour visuel n'était pas fait dans tous les cas. Et on a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignaient, qui disaient ça rame. Alors, en fait, ça rame pas, c'est juste le retour qui est pas bon. Donc ça, c'est assez important. En travaillant sur Gaia notamment, Gaia qui est l'interface, l'ensemble des applications qui permet de faire fonctionner, je vous en reparlerai plus tard, on voit assez bien tous les challenges auxquels il faut répondre pour faire en sorte que HTML5 soit vraiment une plateforme qui soit compétitive par rapport à Android, par rapport à iOS. Le premier point, c'est arriver à le faire fonctionner correctement sur des périphériques d'entrée de gamme. Parce que le point d'entrée d'un point de vue marché actuellement, et vu les pays visés, si j'ai bien compris, c'est l'entrée de gamme. C'est des téléphones à 50-60 €, un petit peu plus. Mais par exemple, le ZTE Open, il est sorti en Espagne à 69 € avec 30 € de crédit inclus. Donc ça met quand même la barre assez bas. C'est-à-dire que derrière, il faut coder intelligemment et il faut optimiser la plateforme. Il est important aussi d'avoir des outils de développement qui fonctionnent bien et qui fonctionnent sur un téléphone. J'ai mis périphérique, mais en pratique, c'est un téléphone. On a un simulateur, mais un simulateur, c'est pas un vrai périphérique. Un simulateur, ça a ses bugs, ça a aussi ses fonctionnalités qui manquent. On ne peut pas tout faire dans un simulateur. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. Et en pratique aussi, les partenaires, des fois, ils font des modifications de leur côté pour améliorer ou rajouter des fonctionnalités qu'ils estiment nécessaires. Donc, on n'a pas forcément le même code qu'eux. Donc, il est important qu'on puisse faire du développement directement sur les téléphones. Sans compter que la concurrence le permet également. Donc, si on veut être attractif aussi d'un point de vue développeur, il faut qu'on propose des outils qui tiennent la route. Donc là, maintenant, ça fonctionne encore qu'avec les versions 1.2 de Firefox OS et un Firefox Nightly. Mais on sait, il y a un composant qui s'appelle App Manager dans Firefox qui sait se connecter à un téléphone Firefox OS et qui permet de faire du débugage en live sur le téléphone. Donc là, on commence à avoir un environnement de développement assez souple, assez sympathique pour pouvoir faire des choses assez avancées avec uniquement des technos HTML5. Il faut aussi qu'on utilise et qu'on améliore les API web. On est au début. Pour le moment, on couvre les besoins, on va dire, généraux. Il est évident qu'il y a plein d'autres besoins qui restent à couvrir. J'en ai un en tête, c'est pouvoir communiquer en USB depuis avec une application. Actuellement, on ne peut pas. Il y a une proposition de standard qui existe qui s'appelle WebUSB. Ça permettrait de faire des choses assez sympas, par exemple avec des périphériques Arduino. Donc tout ça, c'est à construire, c'est à améliorer, c'est à proposer. Et l'objectif, c'est que ce soit des standards, de sorte à ce que tout le monde puisse les implémenter sur sa plateforme et à faire en sorte que l'utilisateur et le développeur ne soient pas verrouillés. Il y a aussi les Web Components, vous en avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est simplement d'avoir des widgets pour le web. Donc faire en sorte que les développeurs n'aient pas en permanence à réinventer les éléments de base d'une interface graphique, que tout ça soit proposé sous forme de bibliothèque. On a un autre problème qui est assez important. Enfin, c'est pas vraiment un problème,
mais c'est quelque chose qu'il faut correctement gérer. C'est ce qui est appelé le modèle de sécurité du web. En pratique, une application web, ça peut être un site web. C'est-à-dire que quand on donne des privilèges, on va donner des privilèges à n'importe qui. Donc on ne peut pas les donner n'importe comment. Sur Android, il est assez facile de demander les permissions. Sur Firefox OS, c'est un petit peu plus compliqué à cause de ça. Si on veut accéder à certaines API qui permettent de faire des choses un petit peu intrusives, il faut il faut faire des applications avec des privilèges un peu plus élevés. Voire même, il y a certains privilèges qui sont uniquement accessibles aux applications qu'on installe pendant qu'on construit le système. Ce n'est pas accessible encore à d'autres applications qu'on pourrait voir par exemple sur le marketplace. C'est le cas notamment de SMS, de téléphonie, etc. Et pourquoi c'est le cas? Parce que pour le moment, on n'a pas encore de standards qui définissent le modèle de sécurité du web. Le slogan, et c'est vraiment pas qu'un slogan, c'est vraiment un état d'esprit, c'est que le web, c'est la plateforme mobile. Et c'est la plateforme en général. On va parler un peu plus cambouis. Vous m'arrêtez si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous voulez des détails. Je vais commencer par l'architecture, qui est assez simple, assez naïve. Les couches basses, c'est un noyau Linux, dans ce qu'on appelle Gonk, qui encapsule le noyau Linux et une partie d'abstraction matérielle. Et Gonk, en fait, plus ou moins, on va dire, il discute avec Gecko. Gecko, c'est le moteur de Firefox, le moteur entre guillemets historique, celui qui a toujours été là. C'est lui qui contient beaucoup de choses. Et ce moteur-là, il discute avec Gonk pour donner l'accès au matériel, puisque c'est lui qui implémente les API, c'est lui qui a le moteur JS, c'est lui qui a tout. Gaia, c'est la dernière couche, c'est celle que vous voyez quand vous avez un téléphone Firefox OS, c'est l'interface graphique. Gaia, elle est écrite uniquement en HTML5. Si on n'arrive pas à faire quelque chose en HTML5, on change HTML5 pour y arriver. Donc là, j'avais mis un peu plus de détails. Par exemple, Gonk est en charge d'exposer le Wi-Fi, le Bluetooth. Depuis 1.2, là, on a maintenant le support NFC qui a été contribué, je crois, par des gens des employés de Mozilla et des gens de Deutsche Telekom. Et Gonk, d'un point de vue technique, on peut voir ça, enfin, du point de vue de Firefox, c'est une cible de compilation, une cible de portage à peu près du même niveau que Linux, Windows ou OS X. On peut voir ça comme un système. Gecko, comme je vous le disais, c'est lui qui a le moteur de rendu avec tous les interpréteurs, les compilateurs. C'est lui qui implémente les API, c'est lui qui discute avec le noyau. Et Gaia, c'est l'interface que vous voyez, uniquement HTML5. Et c'est la partie qui est éventuellement la plus facile à hacker rapidement. Parce que Gaia, le code source est sur GitHub et vous pouvez le faire tourner directement dans un Firefox. Vous n'avez pas forcément accès à toutes les API, vous ne pouvez pas tout faire, mais il y a déjà une bonne partie des choses que vous pouvez faire et hacker juste dans Firefox. Alors, comme je trouvais que ça partait un peu trop sur le technique, même si c'est pas bien profond, je me suis dit que vous apprécieriez peut-être de voir un peu, parce que vous avez, je suppose que tout le monde ici n'a pas suivi l'actualité de Firefox OS de manière intense, et vous voulez peut-être voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc dans le train, j'ai fait 2-3 captures d'écran. Donc ça, c'est Firefox OS 1.2 sur un PIC, qui est le téléphone fait par Geeksphone. Ça a été un des premiers téléphones disponibles. Donc vous pouvez voir l'écran d'accueil à gauche sur la figure A. Donc l'écran d'accueil, c'est une interface HTML5 qui sert de lanceur pour toutes les applications installées. Vous avez un petit dock qui contient les applications les plus entre guillemets importantes. Vous pouvez déplacer les applications comme vous voulez. En haut, il y a un composant qui s'appelle everything.me. C'est une startup qui fait ça.
Et en gros, je résume, vous faites une recherche dedans et ça va vous proposer des applis web par rapport à votre recherche. Et c'est des applis web que après vous pouvez installer sur votre téléphone. C'est pas trop mal en fait. C'est plutôt assez sympa comme outil. C'est assez surprenant la manière dont ça fonctionne plutôt bien. Après, donc vous pouvez voir, j'ai installé différentes applications depuis le marketplace. Donc en haut là, en bas quoi. Vous en avez une. Le nom est caché, elle s'appelle Loqui, c'est un client XMPP. Vous avez un client IRC là, qui est apparu il y a quelques jours sur le marketplace. Vous avez l'accès direct au marketplace, vous avez l'accès à l'appareil photo, vous avez la galerie, vous avez la radio qui fonctionne. Vous avez accès à tout directement depuis l'interface. Ça vous montre déjà un peu la diversité d'applications qu'on peut arriver à faire en HTML5. Après, on a une fonctionnalité un petit peu plus importante dans le téléphone, c'est pouvoir appeler, passer des appels. Donc vous avez un clavier pour passer des appels, assez simple. Ça appelle quoi. Et je vous ai mis à côté aussi la page pour montrer qu'on sait gérer l'historique des appels, les appels manqués, etc. Donc là, vous voyez, j'ai raté un appel en faisant des tests à Oslo. Je vais vous montrer aussi un peu l'application qui permet de gérer les différents paramètres. Il n'y a rien de compliqué. C'est inspiré un peu de ce qui se fait sur Android, mais c'est pas copié sur Android. Il y a des adaptations. Je vous ai montré qu'on peut recevoir et envoyer des MMS. Donc la photo que vous voyez peut-être pas très bien dans le fond, c'est à la gare de Vendôme, depuis le TGV tout à l'heure. Donc voilà, ça marche. J'ai reçu un SMS de moi-même. Il a été un petit peu long à envoyer. Et la dernière application, c'est une capture d'écran de l'application appareil photo. Alors il faut tourner un peu la tête, mais si vous faites attention, vous voyez que j'ai pris en photo mon laptop avec mes slides. Donc c'est juste pour vous montrer que ça marche. Les API permettent de faire ce qu'on veut sur un téléphone de base, même sur une utilisation assez, pas avancée, mais assez courante. Par exemple, là sur la caméra, vous voyez à gauche un composant avec une sorte d'éclair qui permet d'activer ou non le flash automatique. On y a accès depuis JavaScript. On a un autre composant à droite qui permet de changer la caméra du téléphone. Donc on peut switcher entre la caméra frontale et la caméra arrière. Donc on sait gérer les deux caméras. Quand WebRTC arrivera, on pourra faire de la vidéoconférence de manière assez sympathique. On va passer sur un autre truc qui me tient un peu à cœur, c'est l'aspect communautaire. Je vous ai déjà dit que Firefox OS, c'est libre, c'est ouvert. La communauté, elle existe déjà, même si elle est principalement composée d'employés et de partenaires avec qui on lance les téléphones, en gros. Donc les partenaires, c'est les opérateurs téléphoniques, puisque c'est eux qui sont en charge de les vendre, les téléphones. C'est eux qui gèrent la relation client. C'est pas Mozilla, c'est pas les constructeurs, sauf quand on a des gens comme ZTE qui vendent directement des téléphones. Les autres partenaires également, donc c'est les constructeurs de téléphones. Actuellement, dans les constructeurs qui ont officiellement dit qu'ils allaient en faire, je crois qu'on a ZTE, puisqu'il est sorti, on a Alcatel One Touch. Je crois qu'on a Huawei qui a dit qu'ils allaient en sortir. Les autres, je ne sais pas s'ils l'ont dit publiquement, donc je ne vais pas le dire. Mais il y a d'autres partenaires encore. Et surtout, j'insiste encore là-dessus, mais la plateforme, son évolution, elle est publique. Contrairement à Android, le bug tracker, il est accessible, sauf pour les bugs de sécurité, entre autres, ou certains bugs partenaires confidentiels. Mais depuis que je contribue, j'ai d'en voir 2. Donc, il y en a quand même assez peu. Donc, si vous voulez
contribuer à la plateforme, vous pouvez. Vous avez juste besoin de temps, éventuellement de compétences pour faire des patchs. Mais même sans avoir les compétences techniques, vous pouvez déjà contribuer en testant. Vous pouvez contribuer en aidant à la localisation. Tout ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une petite restriction, c'est la gestion des marques. Le fait d'appeler un téléphone Firefox OS, c'est soumis aux mêmes contraintes que le nom Firefox. Donc c'est pour s'assurer que la marque ne soit pas dévoyée, on va dire. Ça a été notamment l'objet du troll avec Debian à une époque. Et c'est pour s'assurer que l'utilisateur il a bien ce qu'il estime avoir. Et c'est notamment arrivé avec certains partenaires qui au début ont marketé du Firefox OS et maintenant qui parlent du projet libre Boot2Gecko. Donc pour avoir le droit d'utiliser le nom Firefox OS, il faut être en relation avec les gens qui gèrent les releases de Mozilla. Il faut bien faire les choses en suivant ce qu'on dit pour garantir que l'utilisateur ait une bonne expérience. Si ça vous paraît trop lourd, ou que vous voulez expérimenter même éventuellement de nouvelles choses, vous pouvez utiliser par contre le nom Boot2Gecko. Notamment, c'est le cas là, de APC.io qui a annoncé récemment des espèces de mini-ordinateurs sous Firefox OS. Donc les matériels actuellement sur lesquels vous pouvez jouer, c'est en priorité les téléphones officiellement pris en charge. Donc le ZTE Open, Alcatel One Touch Fire. Alors, quand on dit officiellement pris en charge, ça veut dire que si vous rapportez un bug sur cela, on va s'en occuper en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres, mais ça veut dire que les autres téléphones, on n'a pas forcément assez de bras pour s'occuper de tout. Donc si vous avez un bug sur un autre téléphone, il faut d'abord s'assurer que le bug ne vient pas du téléphone ou de patch externe, et ça provient bien de chez nous. Donc on a aussi les téléphones que j'ai classés Boot2Gecko, donc notamment les Keon et les Pic de Geeksphone, et plus ou moins la série des Nexus de chez Google. Donc Nexus S, j'essaye de le faire fonctionner. Galaxy Nexus, il y a des gens qui m'ont dit que ça tombait en marche. Nexus 4, on s'en sert pour le portage sur des nouvelles versions et notamment aussi pour des tests avec NFC, mais pour une utilisation au jour le jour, c'est des téléphones pour lesquels vous êtes un peu tout seul. C'est faisable, je l'ai fait sur le Nexus S, mais ça demande un peu de temps. On a aussi des tablettes qui vont arriver. Ça a été annoncé par Foxconn il y a quelques mois, je crois, ou semaines. Enfin, ça a été annoncé par Foxconn. Et donc, je vous disais, on a des ordinateurs Boot2Gecko. Il y a des gens, je crois, de chez Nokia qui avaient fait un portage sur Raspberry Pi. Je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. On a donc les gens d'APC.io qui ont annoncé récemment qu'ils vendaient des systèmes à base d'Allwinner, je crois. Vous pouvez éventuellement aussi construire quelque chose avec des cartes ARM classiques du type PandaBoard, hein, ça fonctionne normalement, au bug de maintenance près. Alors, en fait, globalement, si vous voulez porter sur un matériel, il faut plus ou moins qu'on puisse faire tourner un Linux et après ça marche. Alors, je dis plus ou moins parce qu'en pratique, ce qu'on utilise comme base, ça reste Android, pour des raisons de praticité. Ça nous permet d'avoir, on récupère l'accès à tous les pilotes propriétaires, toutes les bibliothèques propriétaires de tous les constructeurs. Il y a un existant là-dessus. Si on veut rentrer assez rapidement sur le marché, c'est la manière la plus efficace, on va dire. Ça veut dire aussi qu'on est un petit peu lié avec Android, mais pas trop. J'avais entendu à l'origine qu'il y avait des objectifs de se délier de ça. J'ai vu une liste de projets ouverts à contribution où le travail sur un support entre guillemets pur Linux était proposé. Pour le moment, autant que je sache, c'est pas encore une priorité, mais personnellement, j'aimerais bien que ça soit une priorité. Je pense pas que ce soit quand même une trop bonne chose d'être trop dépendant d'Android, même si pour le moment, le code d'AOSP il est libre et celui qui a été publié et dont on sert, il restera libre quoi qu'il arrive. Pour l'avenir, c'est un petit peu plus, pas inquiétant, mais un petit peu plus risqué.
d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif, c'est de promouvoir le web et pas forcément juste Firefox OS. Comme je vous disais, les outils de développement ont pas mal évolué. On utilise Firefox pour faire du développement de Gaia, faire tourner des tests unitaires, des choses comme ça. On a un Firefox OS Simulator qui existe déjà, qui permet aux gens d'installer leur application sur un téléphone. On a un Firefox OS App Manager qui est arrivé récemment, qui permet carrément de faire du debug en live. Voilà, on peut s'amuser pas mal, ça commence à devenir très intéressant. Et on peut toujours mettre les mains dans le cambouis plus bas niveau pour expérimenter des nouvelles choses. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient bien qu'on ait notamment des contrôleurs de jeu qui fonctionnent sur Firefox OS. S'il y a des contributeurs qui sont intéressés, on veut bien les aider pour ça. Je vais passer à une petite conclusion. Donc, comme ce que je vous expliquais, c'est que c'est les partenaires qui distribuent les téléphones et les versions de Firefox OS. C'est pas Mozilla. On ne produit pas d'image officielle. Actuellement, c'est en vente en Espagne, en Pologne, en Colombie, au Venezuela. Il y a d'autres pays prévus. Je crois avoir entendu parler, mais je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est officiel, d'une vente en Allemagne par Deutsche Telekom au travers d'une filiale low cost. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ça commence à se répandre un peu partout. Il y a des chiffres qui traînent sur Internet de la part de gens de ZTE, je crois, qui annoncent qu'ils ont vendu à peu près 100 000 téléphones depuis le lancement en Espagne début juillet. Là encore, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est peut-être vrai. Si c'est vrai, enfin, personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas si c'est les chiffres exacts ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des retours de la part d'utilisateurs. On a notamment au travers des hotlines des opérateurs. Et les retours, c'est ceux comment dire, pas qu'on espérait, mais un peu auxquels on s'attendait. Donc encore des petits problèmes de performance sur certains cas d'utilisation, certaines applications qui sont très utilisées sur certains marchés. Quand je parle de marché, c'est des pays qui ne sont pas encore présents sur le marketplace. Donc on travaille avec les différents partenaires pour faire en sorte que ça arrive. On sait pas mal de petits manques de polish liés à la jeunesse du projet. Globalement, on a aussi pas mal de bons retours sur le fait que ça fonctionne bien, ça permet aux gens de faire ce qu'ils voulaient. Voilà, donc c'est plutôt encourageant. Si vous voulez obtenir un téléphone, vous avez plusieurs solutions. Si vous voulez dépenser de l'argent, c'est acheter un Geeksphone, mais pour le moment, c'est plus trop disponible. Ça a été les premiers téléphones disponibles et mis en vente. Actuellement, ils sont en rupture de stock sur à peu près tout. Ils avaient lancé plusieurs campagnes de précommande sur le Pic Plus. Je ne sais pas si vont en lancer d'autres encore. Les premières livraisons devraient arriver le 27 septembre. Sont livrées avec un fastboot ouvert. Donc vous pouvez maintenant acheter un ZTE Open et reconstruire et reflasher et faire ce que vous voulez. On pouvait déjà avant, mais ça nécessitait d'une part d'enrouter le téléphone et après ça nécessitait pas mal de bricolage. Ça fonctionne. Hein. Il y a des gens qui sont passés sur IRC qui nous ont dit que ça fonctionnait. Il y a une question derrière. Je vous entends pas du tout. Je suis désolé. Alors, je comprends exactement ce que tu veux dire. Moi aussi, personnellement, ça me fait beaucoup... je n'utiliserai pas le mot parce que c'est assez vulgaire. Mais il faut bien voir que l'objectif de Mozilla, c'est sur la plateforme web en premier. On n'a pas le poids nécessaire pour peser trop fort sur les acteurs, notamment les constructeurs OEM. ZTE, leur chiffre d'affaires, il est en dizaines de milliards d'euros. Nous, on a eu 1 milliard sur 3 ans, je crois. Malgré tout, on a fait remonter ça
via les contacts qu'on a ZTI. Et visiblement, ils ont fini par accepter et nous l'ouvrir. Donc je suis d'accord que c'est un peu gênant, surtout d'un point de vue communication, surtout vu le nom du téléphone. En pratique, c'est pas l'objectif principal de Mozilla, mais si on peut arriver à l'avoir, c'est bien. Et donc là, maintenant, on l'a, donc c'est plutôt cool. J'aimerais bien qu'on ait un téléphone développeur de référence, un peu comme les Nexus de Google. Je sais pas s'il y a des plans pour ça. J'espère qu'il y a des plans pour ça. Et c'est aussi un besoin qui remonte de la part des contributeurs. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Malheureusement, on n'a pas une force de travail illimitée. Donc on est obligé de faire des choix. Ce que je sais, c'est que j'essaye, moi, personnellement, sur mon temps libre, de faire fonctionner correctement le Nexus S, justement, pour ces cas d'utilisation-là. Il y a quelques bugs. Globalement, ça marche pas trop mal. Je sais que le Nexus 4 sert notamment à travailler sur le portage avec Jelly Bean. Je crois que ça marche pas trop mal. Bon, en vrai, début juillet, j'avais compilé ça, je l'avais installé sur un Nexus 4 d'un étudiant. Ça marchait bien, mais il y avait pas mal de choses qui étaient encore un peu précaires au niveau du support entre Gecko et Jelly Bean. Normalement, ça doit tomber en marche, pas trop mal. Ça veut dire que si tu veux un support un peu plus correct, il va falloir se retrousser les manches. En pratique, c'est pas trop compliqué. L'idéal, vraiment, si ça t'intéresse d'aider à ce support-là, c'est que tu viennes sur IRC et sur les mailing lists et que tu prennes le source, que tu regardes les docs actuels, puisque maintenant il y a quand même pas mal de documentation, et que tu commences à mettre les mains dedans. Les bugs sur le Nexus 4, normalement, ils sont plus ou moins correctement identifiés. Il faut éventuellement arriver à se retrouver dans Mozilla. Donc ça peut être un peu difficile quand on n'est pas habitué. Mais ça, éventuellement, si tu viens sur IRC, que tu expliques ce que tu veux faire, on devrait pouvoir t'aider là-dessus. Et après, il faut hacker, il faut prendre un peu de temps pour mettre le nez à assez bas niveau. Pour l'anecdote, sur le Nexus S, pendant longtemps, on n'arrivait pas à enregistrer de vidéo avec l'appareil photo. Donc j'ai cherché. Et après quelques semaines de recherche, c'était sur mon temps libre, hein, donc c'est pour ça que ça a pris quelques temps, je me suis rendu compte que le bug, c'était simplement un problème de permission sur le device depuis lequel on fait le open pour lire les données. Donc la correction, elle a été assez triviale. Trouver l'origine du problème, ça avait pris un peu plus de temps. Donc ça, c'est vrai que d'un point de vue contributeur, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il y a un aspect technique, pratique qui est un petit peu gênant. C'est que les employés, le week-end, ils ne travaillent pas trop. Les contributeurs, ils peuvent souvent bricoler que le week-end. Donc ça complexifie un petit peu les interactions. Ce qu'on espère, c'est qu'on arrive à recruter suffisamment de contributeurs maintenant qu'on a des versions qui commencent à être vraiment sympathiques, que ça tourne bien. Faire en sorte qu'il y ait un vivier de contributeurs qui puisse former de nouveaux contributeurs et faire le lien par la suite. Le ZTI, pour répondre éventuellement à ta question, on peut l'acheter donc sur eBay. Avec les frais de port, depuis la boutique anglaise, il m'a coûté 80 €. Ce qui reste honnête pour pouvoir bricoler. Surtout que maintenant, il est facilement déverrouillable. Je vais finir sur un dernier slide. L'objectif de Firefox OS et de Mozilla, je répète, j'insiste, c'est d'innover et de promouvoir l'innovation. On veut démocratiser le smartphone. Ça passe notamment par arriver à en vendre dès qu'il fonctionne dans les pays émergents, entre autres. Ça veut dire qu'on essaye de favoriser l'innovation et qu'on pousse les standards.
et qu'on les propose, les standards. J'espère que je vous ai convaincu de l'ouverture de Mozilla. J'espère que je vous ai convaincu de la pertinence de Firefox OS. Et bienvenue dans le futur. Il y a des gens qui ont une idée. Alors, il y a des gens qui ont une idée. Moi, j'ai pas les chiffres, mais je sais que les statistiques d'utilisation, elles sont suivies. Le problème, c'est qu'elles sont suivies que dans les pays dans lesquels on vend. Donc, si moi, mon téléphone qui tourne depuis 1 an sous Firefox OS, bah, il est en France, donc il ne rentre pas dans les statistiques. Je ne sais pas si on a quelque chose de prévu pour ça. Est-ce que c'est un vrai problème? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a suffisamment d'utilisateurs pour avoir des retours et des nouveaux bugs. Donc quand on a des nouveaux bugs et des bugs bizarres, c'est en général signe qu'on a suffisamment d'utilisateurs. Après, le premier téléphone, il a été mis en vente en Espagne le 4 ou le 5 juillet, donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois. On n'a pas encore non plus énormément de recul. Je vous ai mis éventuellement, s'il y a des gens que ça intéresse, 2-3 liens, notamment pour hacker sur Gaia, si vous voulez contribuer. L'IRC pour venir discuter. Il faut vraiment pas hésiter. Firefox OS, c'est pas le projet de Mozilla, c'est aussi le projet des contributeurs. N'importe qui peut devenir contributeur. On est ouvert à avoir un maximum de contributeurs parce que c'est la seule manière d'avoir un web ouvert et de qualité. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Alors, le travail avec le W3C, c'est que toutes les API, elles sont proposées, elles sont discutées avec le W3C. Donc, normalement, c'est des API qui vont devenir standards. Je suis pas sûr d'avoir compris correctement la première question, par contre. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit en vrai un problème. C'est comme l'objectif, c'est de standardiser. Si tu fais une proposition d'API, ça va être soumis au W3C. Et là, moi, je vois que 2 alternatives. Soit tu réponds à un besoin, tu y réponds plus ou moins bien, mais tu y réponds, donc c'est pertinent, donc ça va être discuté, ça va être amendé, mais ça va finir par arriver à quelque chose. Et dans ce cas-là, je vois pas vraiment quelle difficulté ça présente. Soit tu réponds pas à un besoin, et tu réponds à un besoin qui est trop spécifique pour que ça devienne une API. Tu peux continuer à maintenir ton fork, mais c'est un fork. Et du coup, j'ai pas de bonne réponse. Ah, tant que ça n'arrive pas dans le code upstream, c'est pas un problème. C'est le problème des gens qui fork. S'ils fork que ça répond à leurs besoins, que ça répond pas aux besoins des autres, c'est à eux de maintenir le fork. Est-ce qu'ils estiment que ça vaut le coup ou pas? C'est à eux de voir. Après, si ça remonte upstream, c'est qu'il y a une proposition W3C qui tient la route
Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ait une inflation démentielle et pas maîtrisée. Je pense avoir... Oui. Alors justement, il y a une API là-dessus. Enfin, il y a un standard qui s'appelle WebPay. Et de ce que j'en ai bien plus ou moins retenu, notamment en faisant la localisation du marketplace, c'est que WebPay permet de payer par différentes manières. Donc par carte bancaire, par facturation sur la facture téléphonique. Donc je pense que ça correspond en fait à ce besoin-là. Et j'avais aussi entendu parler éventuellement d'autres moyens de paiement, mais je n'ai pas de souvenir suffisamment précis pour m'y avancer. Donc la gestion des différentes alternatives pour payer, ça fait partie du standard. Donc normalement, on ne sera pas obligé d'avoir une carte bancaire. Après, si j'ai bien saisi ce standard-là, ça va aussi dépendre de l'implémentation qui en est faite par le fournisseur. Ce sera à chaque fournisseur de décider la manière dont il l'implémente. Donc là, par contre, ça va peut-être faire des limitations. Mais si on a un fournisseur... Enfin, je ne crois pas pour le moment qu'on ait prévu de vendre sur le continent africain. J'aimerais bien que ça arrive assez rapidement parce qu'on a pas mal de contributeurs assez dynamiques là-bas. Et de ce qui nous rapporte par rapport aux différents travaux sur Firefox OS, il y aurait probablement quelque chose à faire. Mais admettons qu'il y a un opérateur africain, enfin d'un pays africain qui se lance là-dedans. Ce sera à lui de gérer la plateforme, la manière dont la plateforme de paiement devra facturer. Et donc probablement qu'ils ne feront pas appel à des cartes bancaires si ce n'est pas massivement diffusé dans le pays. Donc la prise en compte de ce besoin-là, elle est faite dans le standard et après c'est à discrétion des gens qui s'en servent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Comment ça? Ouais. Je crois qu'il y a des petites différences sur certaines fonctionnalités qui sont activées dans les versions de Gecko pour desktop et qui ne sont pas forcément encore sur mobile, sur Firefox OS, pardon. Mais sinon, c'est le même. C'est le même. Il y a quelques adaptations dans le code pour certains cas qui sont propres à Firefox OS, mais il y a pas de grande différence. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, non. C'est HTML5. Je n'ai pas entendu parler que c'était discuté. Il y a des gens qui posent la question, par contre, du support des add-ons, comme on a sur Firefox desktop et mobile. Je crois qu'il est dans les tuyaux de vouloir avoir des add-ons sur Firefox OS. Mais bon, ça pose pas mal de questions, notamment parce que dans les add-ons actuellement, on autorise des composants binaires et que du coup, pour promouvoir la plateforme HTML5, ça rentre un petit peu en conflit. Donc je pense pas que ce soit prévu de fournir ça. Par contre, il y a des gens qui se sont manifestés sur les mailing lists
et qui font ce genre de choses en justement rajoutant des composants XPCOM dans leur build de Firefox OS pour pouvoir avoir accès à des nouvelles fonctionnalités. Donc ça leur permet d'attaquer du matériel spécifique ou éventuellement de tester des API, des choses comme ça. Mais c'est un petit peu à l'encontre de la philosophie de HTML5, donc je ne crois pas que ce soit prévu. En tout cas, j'en ai pas entendu parler pour le moment. Le support des add-ons, par contre, peut-être. Oui. Ouais. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Faut en profiter, hein. Faut pas avoir peur. Vous voulez une pause? C'est la fin? Oh, fallait m'arrêter avant. Je suis désolé. Si vous voulez discuter après, il n'y a pas de souci. Merci.